Bonjour, bienvenue sur la Bonne Morgane, merci d'être là. Alors aujourd'hui, je reprends Manon Lescaut de l'abbé Prévost, troisième lecture. Alors, voilà, j'ai eu quelques accidents avec des fichiers que j'ai perdus, tout simplement. Donc, cette lecture fait partie de ces fichiers introuvables. C'est pourquoi vous voyez cette différence entre les premières lectures de l'abbé Prévost et celle-ci, et d'autres qui suivront d'ailleurs. Voilà, je vous explique ça tout simplement. Je vous remercie beaucoup d'être ici, j'espère que vous allez bien, et je vais commencer tout de suite. Donc c'est, je crois, la troisième lecture que je fais de l'abbé Prévost. Je goûtais tellement cette idée que lorsque je me trouvais seule, je ne m'occupais plus d'autre chose. Je me rappelais les discours de monsieur l'évêque d'Amiens qui avait donné le même conseil et les présages heureux qu'il avait formés en ma faveur s'il m'arrivait d'embrasser ce parti. La piété se mêla aussi dans mes considérations. Je mènerai une vie sainte et chrétienne, me disais-je. Je m'occuperai de l'étude et de la religion qui ne me permettront point de penser aux dangereux plaisirs de l'amour. Je mépriserai ce que le commun des hommes admire, et comme je sens assez que mon cœur ne désirera que ce qu'il estime, j'aurai aussi peu d'inquiétude que de désir. Je formais là-dessus d'avance un système de vie paisible et solitaire. J'y faisais entrer une maison écartée avec un petit bois et un ruisseau d'eau douce au bout du jardin, une bibliothèque composée de livres choisis, un petit nombre d'amis vertueux et de bon sens, une table propre, mais frugale et modérée. J'y joignais un commerce de lettres avec un ami qui ferait son séjour à Paris et qui m'informerait des nouvelles publiques, moins pour satisfaire ma curiosité que pour me faire un divertissement des folles agitations des hommes. Ne serais-je pas heureux, ajoutai-je. Toutes mes prétentions ne seront-elles point remplies? Il est certain que ce projet flattait extrêmement mes inclinations. Mais à la fin d'un si sage arrangement, je sentais que mon cœur attendait encore quelque chose, et que, pour n'avoir rien à désirer dans la plus charmante solitude, il fallait y être avec Manon. Cependant, Thiberge, continuant de me rendre de fréquentes visites pour me fortifier dans le dessein qu'il m'avait inspiré, je pris l'occasion d'en faire l'ouverture à mon père. Il me déclara que son intention était de laisser ses enfants libres dans le choix de leurs conditions et que, de quelque manière que je voulusse disposer de moi, il ne se réserverait que le droit de m'aider de ses conseils. Il m'en donna de forts sages qui tendaient moins à me dégoûter de mon projet qu'à me le faire embrasser avec connaissance. Le renouvellement de l'année scolastique approchait. Je convins avec Thiberge de nous mettre ensemble au séminaire de Saint-Sulpice, lui pour achever ses études de théologie et moi pour commencer les miennes. Son mérite, qui était connu de l'évêque du diocèse, lui fit obtenir de ce prélat un bénéfice considérable avant notre départ. Mon père, me croyant tout à fait revenu de ma passion, ne fit aucune difficulté de me laisser partir. Nous arrivâmes à Paris. L'habit ecclésiastique prit la place de la croix de Malte et le nom d'abbé des Grieux celle de chevalier. Je m'attachai à l'étude avec tant d'application que je fis des progrès extraordinaires en peu de mois. J'y employais une partie de la nuit et je ne perdais pas un moment du jour. Ma réputation eut tant d'éclat qu'on me félicitait déjà sur les dignités que je ne pouvais manquer d'obtenir. Et, sans l'avoir sollicité, mon nom fut couché sur la feuille des bénéfices. La piété n'était pas plus négligée. J'avais de la ferveur pour tous les exercices. Thiberge était charmé de ce qu'il regardait comme son ouvrage, et je l'ai vu plusieurs fois répandre des larmes en s'applaudissant de ce qu'il nommait ma conversion. Que les résolutions humaines soient sujettes à changer, c'est ce qui ne m'a jamais causé d'étonnement. Une passion les fait naître, une autre passion peut les détruire. Mais quand je pense à la sainteté de celle qui m'avait conduit à Saint-Sulpice
et à la joie intérieure que le ciel m'y faisait goûter en les exécutant, je suis effrayée de la facilité avec laquelle j'ai pu les rompre. S'il est vrai que les secours célestes sont à tout moment d'une force égale à celle des passions, qu'on m'explique donc par quel funeste ascendant on se trouve emporté tout d'un coup loin de son devoir, sans se trouver capable de la moindre résistance et sans ressentir le moindre remords. Je me croyais absolument délivrée des faiblesses de l'amour. Il me semblait que j'aurais préféré la lecture d'une page de saint Augustin ou un quart d'heure de méditation chrétienne à tous les plaisirs des sens, sans excepter ceux qui m'auraient été offerts par Manon. Cependant, un instant malheureux me fit retomber dans le précipice, et ma chute fut d'autant plus irréparable que, me trouvant tout d'un coup au même degré de profondeur d'où j'étais sortie, les nouveaux désordres où je tombais me portèrent bien plus loin, vers le fond de l'abîme. J'avais passé près d'1 an à Paris sans m'informer des affaires de Manon. Il m'en avait d'abord coûté beaucoup pour me faire cette violence, mais les conseils toujours présents de Tiberge et mes propres réflexions m'avaient fait obtenir la victoire. Les derniers mois s'étaient écoulés si tranquillement que je me croyais sur le point d'oublier éternellement cette charmante et perfide créature. Le temps arriva auquel je devais soutenir un exercice public dans l'école de théologie. Je fis prier plusieurs personnes de considération de m'honorer de leur présence. Mon nom fut ainsi répandu dans tous les quartiers de Paris. Il alla jusqu'aux oreilles de mon infidèle. Elle ne le reconnut pas avec certitude sous le nom d'abbé, mais un reste de curiosité ou peut-être quelque repentir de m'avoir trahi, je n'ai jamais pu démêler lequel de ces deux sentiments, lui fit prendre intérêt à un nom si semblable au mien. Elle vint en Sorbonne avec quelques autres dames. Elle fut présentée à mon exercice et sans doute qu'elle eut peu de peine à me remettre. Je n'eus pas la moindre connaissance de cette visite. On sait qu'il y a dans ces lieux des cabinets particuliers pour les dames où elles sont cachées derrière une jalousie. Je retournai à Saint-Sulpice, couvert de gloire et chargé de compliments. Il était 6 heures du soir. On vint m'avertir, un moment après mon retour, qu'une dame demandait à me voir. J'allai au parloir sur-le-champ. Dieu! Quelle apparition surprenante! J'y trouvai Manon. C'était elle, mais plus aimable et plus brillante que je ne l'avais jamais vue. Elle était dans sa 18e année. Ses charmes surpassaient tout ce qu'on peut décrire. C'était un air si fin, si doux, si engageant. L'air de l'amour même. Toute sa figure me parut un enchantement. Je demeurai interdit à sa vue, et, ne pouvant conjecturer quel était le dessein de cette visite, j'attendais, les yeux baissés et avec tremblement, qu'elle s'expliquât. Son embarras fut pendant quelque temps égal au mien, mais, voyant que mon silence continuait, elle mit la main devant ses yeux pour cacher quelques larmes. Elle me dit d'un ton timide qu'elle confessait que son infidélité méritait ma haine, mais que, s'il était vrai que j'eusse jamais eu quelque tendresse pour elle, il y avait aussi bien de la dureté à laisser passer 2 ans sans prendre soin de m'informer de son sort, et qu'il y en avait beaucoup encore à la voir dans l'état où elle était en ma présence, sans lui dire une parole. Le désordre de mon âme, en l'écoutant, ne saurait être exprimé. Elle s'assit. Je demeurai debout, le corps à demi tourné, n'osant l'envisager directement. Je commençai plusieurs fois une réponse que je n'eus pas la force d'achever. Enfin, je fis un effort pour m'écrier douloureusement. « Perfide, Manon, ah, perfide, perfide !» Elle me répéta, en pleurant à chaudes larmes, qu'elle ne prétendait point justifier sa perfidie. « Que prétendez-vous donc » m'écriai-je encore. « Je prétends mourir, répondit-elle, si vous ne me rendez votre cœur, sans lequel il est impossible que je vive. » Demande donc ma vie, infidèle, repris-je en versant moi-même des pleurs que je m'efforçais en vain de retenir. Demande ma vie, qui est l'unique chose qui me reste à te sacrifier, car mon cœur n'a jamais cessé d'être à toi. À peine eus-je achevé ces derniers mots qu'elle se leva avec transport pour venir m'embrasser. Elle m'accabla de 1000 caresses passionnées. Elle m'appela par tous les noms que l'amour invente pour exprimer ses plus vives tendresses. Je n'y répondais encore qu'avec langueur. Quel passage, en effet, de la situation tranquille où j'avais été
au mouvement tumultueux que je sentais renaître. J'en étais épouvantée, je frémissais, comme il arrive lorsqu'on se trouve la nuit dans une campagne écartée. On se croit transporté dans un nouvel ordre de choses. On y est saisi d'une horreur secrète dont on ne se remet qu'après avoir considéré longtemps tous les environs. Nous nous assîmes l'un près de l'autre. Je pris ses mains dans les miennes. « Ah, Manon, lui dis-je en la regardant d'un œil triste, je ne m'étais pas attendue à la noire trahison dont vous avez payé mon amour. Il vous était bien facile de tromper un cœur dont vous étiez la souveraine absolue et qui mettait toute sa félicité à vous plaire et à vous obéir. Dites-moi maintenant si vous en avez trouvé d'aussi tendre et d'aussi soumis. Non, non. La nature n'en fait guère de la même trempe que le mien. Dites-moi au moins si vous l'avez quelquefois regretté. Quel fond dois-je faire sur ce retour de bonté qui vous ramène aujourd'hui pour le consoler? Je ne vois que trop que vous êtes plus charmante que jamais, mais au nom de toutes les peines que j'ai souffert pour vous, belle Manon, dites-moi si vous serez plus fidèle. » Elle me répondit des choses si touchantes sur son repentir, et elle s'engagea à la fidélité par tant de protestations et de serments qu'elle m'attendrit à un degré inexprimable. « Chère Manon, lui dis-je avec un mélange profane d'expressions amoureuses et théologiques, tu es trop adorable pour une créature. Je me sens le cœur emporté par une délectation victorieuse. Tout ce qu'on dit de la liberté à Saint-Sulpice est une chimère. Je vais perdre ma fortune et ma réputation pour toi. Je le prévois bien, je lis ma destinée dans tes beaux yeux. Mais de quelle perte ne serais-je pas consolée par ton amour? Les faveurs de la fortune ne me touchent point, la gloire me paraît une fumée, tous mes projets de vie ecclésiastique étaient de folles imaginations. Enfin, tous les biens différents de ceux que j'espère avec toi sont des biens méprisables, puisqu'ils ne sauraient tenir un moment dans mon cœur contre un seul de tes regards. En lui promettant néanmoins un oubli général de ses fautes, je voulus être informée de quelle manière elle s'était laissée séduire par B. Elle m'apprit que, l'ayant vue à sa fenêtre, il était devenu passionné pour elle, qu'il avait fait sa déclaration en fermier général, c'est-à-dire en lui marquant dans une lettre que le paiement serait proportionné aux faveurs, qu'elle avait capitulé d'abord, mais sans autre dessein que de tirer de lui quelque somme considérable qui pût servir à nous faire vivre commodément, qu'il l'avait éblouie par de si magnifiques promesses qu'elle s'était laissée ébranler par degrés, que je devais juger pourtant de ses remords par la douleur dont elle m'avait laissé voir des témoignages la veille de notre séparation, que malgré l'opulence dans laquelle il l'avait entretenue, elle n'avait jamais goûté de bonheur avec lui. Non seulement parce qu'elle n'y trouvait point, me dit-elle, la délicatesse de mes sentiments et l'agrément de mes manières, mais parce que, au milieu même des plaisirs qu'il lui procurait sans cesse, elle portait au fond du cœur le souvenir de mon amour et le remords de son infidélité. Elle me parla de Tiberge et de la confusion extrême que sa visite lui avait causée. Un coup d'épée dans le cœur, ajouta-t-elle, m'aurait moins ému le sang. Je lui tournai le dos sans pouvoir soutenir un moment sa présence. Elle continua de me raconter par quels moyens elle avait été instruite de mon séjour à Paris, du changement de ma condition et de mes exercices de Sorbonne. Elle m'assura qu'elle avait été agitée pendant la dispute, qu'elle avait eu beaucoup de peine non seulement à retenir ses larmes, mais ses gémissements même et ses cris, qui avaient été plus d'une fois sur le point d'éclater. Enfin, elle me dit qu'elle était sortie de ce lieu la dernière pour cacher son désordre et que, ne suivant que le mouvement de son cœur et l'impétuosité de ses désirs, elle était venue droit au séminaire avec la résolution d'y mourir si elle ne me trouvait pas disposée à lui pardonner. Où trouver un barbare qu'un repentir si vif et si tendre n'eût pas touché? Pour moi, je sentis dans ce moment que j'aurais sacrifié pour Manon tous les évêchés du monde chrétien. Je lui demandai quel nouvel ordre elle jugeait à propos de mettre dans nos affaires. Elle me dit qu'il fallait sur-le-champ sortir du séminaire et remettre à nous arranger dans un lieu plus sûr. Je consentis à toutes ses volontés sans réplique.
Elle entra dans son carrosse pour aller m'attendre au coin de la rue. Je m'échappai un moment après sans être aperçue du portier. Je montai avec elle. Nous passâmes à la friperie, je repris les galons et l'épée. Manon fournit aux frais, car j'étais sans un sou. Et dans la crainte que je ne trouvasse de l'obstacle à ma sortie de Saint-Sulpice, elle n'avait pas voulu que je retournasse un moment à ma chambre pour y prendre mon argent. Mon trésor d'ailleurs était médiocre, et elle assez riche des libéralités de B pour mépriser ce qu'elle me faisait abandonner. Nous conférâmes chez le fripier même sur le parti que nous allions prendre. Pour me faire valoir davantage le sacrifice qu'elle me faisait de B, elle résolut de ne pas garder avec lui le moindre ménagement. « Je veux lui laisser ses meubles, me dit-elle, ils sont à lui. Mais j'emporterai comme de justice les bijoux et près de 60 000 francs que j'ai tirés de lui depuis 2 ans. Je ne lui ai donné nul pouvoir sur moi, ajouta-t-elle. Ainsi nous pouvons demeurer sans crainte à Paris en prenant une maison commode où nous vivrons heureusement. Je lui représentais que s'il n'y avait point de péril pour elle, il y en avait beaucoup pour moi, qui ne manquerait point tôt ou tard d'être reconnu et qui serait continuellement exposé aux malheurs que j'avais déjà essuyés. Elle me fit entendre qu'elle aurait du regret à quitter Paris. Je craignais tant de la chagriner qu'il n'y avait point de hasard que je ne méprisasse pour lui plaire. Cependant, nous trouvâmes un tempérament raisonnable, qui fut de louer une maison dans quelque village voisin de Paris, d'où il nous serait aisé d'aller à la ville lorsque le plaisir ou le besoin nous y appellerait. Nous choisîmes Chaillot, qui n'en est pas éloigné. Manon retourna sur-le-champ chez elle. J'allais l'attendre à la petite porte du jardin des Tuileries. Elle revint 1 heure après, dans un carrosse de louage, avec une fille qui la servait et quelques malles où ses habits et tout ce qu'elle avait de précieux étaient renfermés. Nous ne tardâmes point à regagner Chaillot. Nous logeâmes la première nuit à l'auberge pour nous donner le temps de chercher une maison, ou du moins un appartement commode. Nous en trouvâmes, dès le lendemain, un de notre goût. Mon bonheur me parut d'abord établi d'une manière inébranlable. Manon était la douceur et la complaisance même. Elle avait pour moi des attentions si délicates que je me crus trop parfaitement dédommagée de toutes mes peines. Comme nous avions acquis tous deux un peu d'expérience, nous raisonnâmes sur la solidité de notre fortune. 60 000 francs, qui faisait le fond de nos richesses, n'était pas une somme qui pût s'étendre autant que le cours d'une longue vie. Nous n'étions pas disposés d'ailleurs à resserrer trop notre dépense. La première vertu de Manon, non plus que la mienne, n'était pas l'économie. Voici le plan que je lui proposais. 60 000 francs, lui dis-je, peuvent nous soutenir pendant 10 ans. 2 000 écus nous suffiront chaque année si nous continuons de vivre à Chaillot. Nous y mènerons une vie honnête, mais simple. Notre unique dépense sera pour l'entretien d'un carrosse et pour les spectacles. Nous nous réglerons. Vous aimez l'opéra, nous irons 2 fois la semaine. Pour le jeu, nous nous bornerons tellement que nos pertes ne passeront jamais 2 pistoles. Il est impossible que dans l'espace de 10 ans, il n'arrive point de changement dans ma famille. Mon père est âgé, il peut mourir. Je me trouverai du bien et nous serons alors au-dessus de toutes nos autres craintes. Cet arrangement n'eût pas été la plus folle action de ma vie si nous eussions été assez sages pour nous y assujettir constamment. Mais nos résolutions ne durèrent guère plus d'1 mois. Manon était passionnée pour le plaisir. Je l'étais pour elle. Il nous naissait à tout moment de nouvelles occasions de dépenses. Et, loin de regretter les sommes qu'elle employait quelquefois avec profusion, je fus le premier à lui procurer tout ce que je croyais propre à lui plaire. Notre demeure de Chaillot commença même à lui devenir à charge. L'hiver approchait. Tout le monde retournait à la ville et à la campagne, et la campagne devenait déserte. Elle me proposa de reprendre une maison à Paris. Je n'y consentis point, mais pour la satisfaire en quelque chose, je lui dis que nous pouvions y louer un appartement meublé et que nous y passerions la nuit lorsqu'il nous arriverait de quitter trop tard l'assemblée où nous allions plusieurs fois la semaine. Car l'incommodité de revenir si tard à Chaillot était le prétexte qu'elle apportait pour le vouloir quitter. Nous nous donnâmes ainsi 2 logements, l'un à la ville et l'autre à la campagne. Ce changement mit bientôt le dernier désordre dans nos affaires en faisant naître 2 aventures qui causèrent notre ruine.
Manon avait un frère qui était garde du corps. Il se trouva malheureusement logé à Paris dans la même rue que nous. Il reconnut sa sœur en la voyant le matin à sa fenêtre. Il accourut aussitôt chez nous. C'était un homme brutal et sans principe d'honneur. Il entra dans notre chambre en jurant horriblement. Et comme il savait une partie des aventures de sa sœur, il l'accabla d'injures et de reproches. J'étais sortie un moment auparavant, ce qui fut sans doute un bonheur pour lui ou pour moi, qui n'était rien moins que disposé à souffrir une insulte. Je ne retournai au logis qu'après son départ. La tristesse de Manon me fit juger qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Elle me raconta la scène fâcheuse qu'elle venait d'essuyer et les menaces brutales de son frère. J'en eus tant de ressentiment que j'eusse couru sur le champ à la vengeance si elle ne m'eût arrêté par ses larmes. Pendant que je m'entretenais avec elle de cette aventure, le garde du corps rentra dans la chambre où nous étions, sans s'être fait annoncer. Je ne l'aurais pas reçu aussi civilement que je le fis si je l'eusse connu. Mais, nous ayant salués d'un air riant, il eut le temps de dire à Manon qu'il venait lui faire ses excuses de son emportement, qu'il l'avait cru dans le désordre et que cette opinion avait allumé sa colère, mais que s'étant informé qui j'étais d'un de mes domestiques, il avait appris de moi des choses si avantageuses qu'elles lui faisaient désirer de bien vivre avec nous. Quoique cette information qui lui venait d'un de mes laquais eût quelque chose de bizarre et de choquant, je reçus son compliment avec honnêteté. Je crus faire plaisir à Manon. Elle paraissait charmée de le voir porter à se réconcilier. Nous le retînmes à dîner. Il se rendit en peu de moments si familier que, nous ayant entendu parler de notre retour à Chaillot, il voulut absolument nous tenir compagnie. Il fallut lui donner une place dans notre carrosse. Ce fut une prise de possession, car il s'accoutuma bientôt à nous voir avec tant de plaisir qu'il fit sa maison de la nôtre et qu'il se rendit le maître, en quelque sorte, de tout ce qui nous appartenait. Il m'appelait son frère et, sous prétexte de la liberté fraternelle, il se mit sur le pied d'amener tous ses amis dans notre maison de Chaillot et de les y traiter à nos dépens. Il se fit habiller magnifiquement à nos frais, il nous engagea même à payer toutes ses dettes. Je fermai les yeux sur cette tyrannie pour ne pas déplaire à Manon, jusqu'à feindre de ne pas m'apercevoir qu'il tirait d'elle, de temps en temps, des sommes considérables. Il est vrai qu'étant grand joueur, il avait la fidélité de lui en remettre une partie lorsque la fortune le favorisait. Mais la nôtre était trop médiocre pour fournir longtemps à des dépenses si peu modérées. J'étais sur le point de m'expliquer fortement avec lui pour nous délivrer de ses importunités, lorsqu'un funeste accident m'épargna cette peine, en nous en causant une autre qui nous abîma sans ressources. Nous étions demeurés un jour à Paris pour y coucher, comme il nous arrivait fort souvent. La servante, qui restait seule à Chaillot dans ces occasions, vint m'avertir le matin que le feu avait pris pendant la nuit dans ma maison et qu'on avait eu beaucoup de difficultés à l'éteindre. Je lui demandai si nos meubles avaient souffert quelque dommage. Elle me répondit qu'il y avait eu une si grande confusion, causée par la multitude d'étrangers qui étaient venus au secours, qu'elle ne pouvait être assurée de rien. Je tremblais pour notre argent, qui était renfermé dans une petite caisse. Je me rendis promptement à Chaillot. Diligence inutile, la caisse avait déjà disparu. J'éprouvai alors qu'on peut aimer l'argent sans être avare. Cette perte me pénétra d'une si vive douleur que j'en pensais perdre la raison. Je compris tout d'un coup à quel nouveau malheur j'allais me trouver exposé. L'indigence était le moindre. Je connaissais Manon. Je n'avais déjà que trop éprouvé que, quelque fidèle et quelque attachée qu'elle me fût dans la bonne fortune, il ne fallait pas compter sur elle dans la misère. Elle aimait trop l'abondance et les plaisirs pour me les sacrifier. Je la perdrais, m'écriai-je. Malheureux chevalier, tu vas donc perdre encore tout ce que tu aimes. Cette pensée me jeta dans un trouble si affreux que je balançais pendant quelques moments si je ne ferais pas mieux de finir tous mes maux par la mort. Cependant, je conservais assez de présence d'esprit pour vouloir examiner auparavant s'il ne me restait nulle ressource. Le ciel me fit naître une idée qui arrêta mon désespoir. Je crus qu'il ne me serait pas impossible de cacher notre perte à Manon, et que, par industrie ou par quelque faveur du hasard,
je pourrais fournir assez honnêtement à son entretien pour l'empêcher de sentir la nécessité. J'ai compté, me disais-je pour me consoler, que 20 000 écus nous suffiraient pendant 10 ans. Supposons que les 10 ans soient écoulés et que nul des changements que j'espérais ne soit arrivé dans ma famille. Quel parti prendrais-je? Je ne le sais pas trop bien. Mais ce que je ferais alors, qui m'empêche de le faire aujourd'hui? Combien de personnes vivent à Paris qui n'ont ni mon esprit ni mes qualités naturelles et qui doivent néanmoins leur entretien à leur talent, tels qu'ils les ont. La Providence, ajoutai-je en réfléchissant sur les différents états de la vie, n'a-t-elle pas arrangé les choses fort sagement? La plupart des grands et des riches sont des sots. Cela est clair à qui connaît un peu le monde. Or, il y a là-dedans une justice admirable. S'il joignait l'esprit aux richesses, il serait trop heureux, et le reste des hommes trop misérable. Les qualités du corps et de l'âme sont accordées à ceux comme des moyens pour se tirer de la misère et de la pauvreté. Les uns prennent part aux richesses des grands en servant à leur plaisir. Ils en font des dupes. D'autres servent à leur instruction. Ils tâchent d'en faire d'honnêtes gens. Il est rare, à la vérité, qu'ils y réussissent. Mais ce n'est pas là le but de la divine sagesse. Ils tirent toujours un fruit de leurs soins, qui est de vivre aux dépens de ceux qu'ils instruisent. Et, de quelque façon qu'on le prenne, c'est un fonds excellent de revenus pour les petits que la sottise des riches et des grands. Ces pensées me remirent un peu le cœur et la tête. Je résolus d'abord d'aller consulter M. Lescaut, frère de Manon. Il connaissait parfaitement Paris et je n'avais eu que trop d'occasions de reconnaître que ce n'était ni de son bien, ni de la paye du roi qu'il tirait son plus clair revenu. Il me restait à peine 20 pistoles qui s'étaient trouvées heureusement dans ma poche. Je lui montrai ma bourse en lui expliquant mon malheur et mes craintes, et je lui demandai s'il y avait pour moi un parti à choisir entre celui de mourir de faim ou de me casser la tête de désespoir. Il me répondit que se casser la tête était la ressource des sots. Pour mourir de faim, qu'il y avait quantité de gens d'esprit qui s'y voyaient réduits quand ils ne voulaient pas faire usage de leur talent, que c'était à moi d'examiner de quoi j'étais capable, qu'il m'assurait de son secours et de ses conseils dans toutes mes entreprises. « Cela est bien vague, monsieur Lescaut, lui dis-je. Mes besoins demanderaient un remède plus présent, car que voulez-vous que je dise à Manon? À propos de Manon, reprit-il, qu'est-ce qui vous embarrasse? N'avez-vous pas toujours avec elle de quoi finir vos inquiétudes quand vous le voudrez? Une fille comme elle devrait vous entretenir, vous, elle et moi. » Il me coupa la réponse que cette impertinence méritait pour continuer de me dire qu'il me garantissait avant le soir 1000 écus à partager entre nous si je voulais suivre son conseil, qu'il connaissait un seigneur si libéral sur le chapitre des plaisirs qu'il était sûr que 1000 écus ne lui coûteraient rien pour obtenir les faveurs d'une fille telle que Manon. Je l'arrêtai. « J'avais meilleure opinion de vous, lui répondis-je. Je m'étais figuré que le motif que vous aviez eu pour m'accorder votre amitié était un sentiment tout opposé à celui où vous êtes maintenant. » Il me confessa impudemment qu'il avait toujours pensé de même et que sa sœur ayant une fois violé les lois de son sexe, quoiqu'en faveur de l'homme qu'il aimait le plus, il ne s'était réconcilié avec elle que dans l'espérance de tirer parti de sa mauvaise conduite. Il me fut aisé de juger que jusqu'alors nous avions été des dupes. Ces dupes. Quelque émotion, néanmoins, que ce discours m'eût causé, le besoin que j'avais de lui m'obligea de répondre en riant que son conseil était une dernière ressource qu'il fallait remettre à l'extrémité. Je le priai de m'ouvrir quelque autre voie. Il me proposa de profiter de ma jeunesse et de la figure avantageuse que j'avais reçue de la nature pour me mettre en liaison avec quelques dames vieilles et libérales. Je ne goûtais pas non plus ce parti qui m'aurait rendu infidèle à Manon. Je lui parlais du jeu comme du moyen le plus facile et le plus convenable à ma situation. Il me dit que le jeu, à la vérité, était une ressource, mais que cela demandait d'être expliqué, qu'entreprendre de jouer simplement avec les espérances communes, c'était le vrai moyen d'achever ma perte, que de prétendre exercer seul et sans être soutenu les petits moyens qu'un habile homme emploie pour corriger la fortune était un métier trop dangereux,
qu'il y avait une troisième voie, qui était celle de l'association, mais que ma jeunesse lui faisait craindre que messieurs les confédérés ne me jugeassent point encore les qualités propres à la Ligue. Il me promit néanmoins ses bons offices auprès d'eux, et, ce que je n'aurais pas attendu de lui, il m'offrit quelque argent lorsque je me trouverais pressé du besoin. L'unique grâce que je lui demandais, dans les circonstances, fut de ne rien apprendre à Manon de la perte que j'avais faite et du sujet de notre conversation. Je sortis de chez lui moins satisfait encore que je n'y étais entré. Je me repentis même de lui avoir confié mon secret. Il n'avait rien fait pour moi que je n'eusse pu obtenir de même sans cette ouverture, et je craignais mortellement qu'il ne manquât à la promesse qu'il m'avait faite de ne rien découvrir à Manon. J'avais lieu d'appréhender aussi, par la déclaration de ses sentiments, qu'il ne formât le dessein de tirer parti d'elle, suivant ses propres termes, en l'enlevant de mes mains, ou du moins en lui conseillant de me quitter pour s'attacher à quelque amant plus riche et plus heureux. Je fis là-dessus 1000 réflexions qui n'aboutirent qu'à me tourmenter et à renouveler le désespoir où j'avais été le matin. Il me vint plusieurs fois à l'esprit d'écrire à mon père et de feindre une nouvelle conversion pour obtenir de lui quelque secours d'argent. Mais je me rappelais aussitôt que, malgré toute sa bonté, il m'avait resserré 6 mois dans une étroite prison pour ma première faute. J'étais bien sûr qu'après un éclat tel que l'avait dû causer ma fuite de Saint-Sulpice, il me traiterait beaucoup plus rigoureusement. Enfin, cette confusion de pensées en produisit une qui remit le calme tout d'un coup dans mon esprit, et que je m'étonnais de n'avoir pas eu plus tôt, ce fut de recourir à mon ami Thiberge, dans lequel j'étais bien certain de retrouver toujours le même fond de zèle et d'amitié. Rien n'est plus admirable et ne fait plus d'honneur à la vertu que la confiance avec laquelle on s'adresse aux personnes dont on connaît parfaitement la probité. On sent qu'il n'y a point de risque à courir. Si elles ne sont pas toujours en état d'offrir du secours, on est sûr qu'on en obtiendra du moins de la bonté et de la compassion. Le cœur, qui se ferme avec tant de soin au reste des hommes, s'ouvre naturellement en leur présence, comme une fleur s'épanouit à la lumière du soleil, dont elle n'attend qu'une douce influence. Et voilà, je vais m'arrêter ici pour cette lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager éventuellement. Et voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup. J'ai aimé relire ce passage néanmoins. Et voilà. Je ne ferai pas de commentaires sur Manon Lescaut avant la fin. Je vous remercie beaucoup. Faites bien attention à vous et à très bientôt. Merci infiniment.